Audrey, comment vas-tu aujourd'hui en ce milieu de mois de novembre? Salut Matt, écoute, ça va. Je viens de terminer la mise à jour de ma formation sur l'Apple Pencil pour intégrer le nouvel Apple Pencil USB-C et Apple ne m'a pas simplifié la vie. Non. Parce que maintenant, il y a l'Apple Pencil 1, 2, USB-C et du coup, quand tu fais une formation sur le sujet, tu dois dire « Ah oui, mais alors quand vous avez celui-là, il faudra faire comme ça et si vous avez celui-là, il faudra faire autrement. » Donc voilà, je me suis un peu arraché les cheveux, mais ça y est, ma formation est à jour. Donc un peu fatiguée, mais je suis ravie de te retrouver, surtout que... On a un invité. On a un invité qui est dans sa Batcave et qui présentement est en direct au milieu de ses jouets. Parce que grand geek qu'il est, Guillaume Jeff. Fais gaffe, parce qu'à partir d'un certain âge, ça peut être connoté si tu dis au milieu de ses jouets. Je suis désolé. Donc, on précise, effectivement, ce sont des jouets des années 80 essentiellement. Enfin, voilà. Des robots. Sanders, des Lego, des trucs comme ça. Ouais. Bonjour Audrey, bonjour Matt, et merci pour l'invitation. Salut Guillaume. Merci. Contente que tu sois là, ça faisait longtemps. Et oui, pour une fois, vous avez à nouveau un invité de Mac. Pas de marque, mais de Mac. C'est beau. C'est déjà très bien. On va rappeler les fondamentaux en début d'émission. Vous pouvez nous retrouver sur applediff.com. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter, sur Mastodon, on est aussi sur Blue Sky, hein, c'est ça, Audrey, on est partout. Et on est surtout sur applediff.com où on retrouve un gros bouton jaune qui nous sert à quoi, Audrey, ce gros bouton jaune-là? Je crois que nos auditeurs les plus fidèles savent que ils peuvent nous soutenir en nous faisant un petit don à partir d'€1. Vous pouvez nous soutenir le podcast et en plus, vous pouvez nous envoyer un petit message. C'est ce qu'a fait Frédéric qui nous dit « Merci à Audrey pour son dossier sur l'Apple Pencil. Je n'avais pas vu ce nouveau modèle au catalogue. Concernant le dossier de Matt, je ne comprends pas pourquoi Apple a produit des Mac à base de puces Intel alors qu'elle détient 43% de ARM. » Ça fait référence au dossier que j'avais fait sur un vieux produit qui avait pour lequel Apple avait acheté détenait une part incroyable chez ARM et puis dans l'histoire nous a prouvé que finalement ils ont été sur Intel. C'est une bonne question, puis je pense que je vais la détourner à Guillaume. Pourquoi ils ont fait ça à l'époque, d'aller sur Intel alors qu'ils détenaient une participation chez ARM, Apple? Alors la participation chez ARM, c'est surtout historique. À l'époque, cette participation, elle servait en fait à Apple d'avoir un peu de cash flow, je pense, en fait, de gagner de l'argent sans faire trop d'efforts. Et en fait, le problème, c'est que macOS, donc le système historique d'Apple, à l'époque, était conçu essentiellement pour les PowerPC, même si on a découvert qu'il y avait une double vie un peu plus tard. Et Apple a toujours mis en avant le côté PowerPC parce que c'est une architecture plus évoluée que ce qu'on avait sur Intel, etc. Sauf qu'en fait, à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des problèmes par rapport à cette architecture qui n'arrivait pas à contourner. Et c'est ce qui expliquait en fait la bascule vers Intel. Et la bascule vers Intel, ils l'ont faite parce que les processeurs ARM étaient juste pas conçus à l'époque pour faire tourner des appareils perfectionnés. Ils n'avaient pas l'architecture pour des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables en fait. C'était conçu pour consommer très peu d'énergie, mais ils n'étaient pas conçus. Cette architecture-là n'était pas à l'époque conçue pour remplacer les ordinateurs de bureau classiques. Donc, c'était pas les mêmes objectifs. À un moment, Apple s'est dit, le problème, c'est qu'on peut pas mettre les processeurs PowerPC dans les portables, alors qu'on vend beaucoup de portables, donc c'est un peu dommage, donc on va aller voir vers Intel. Et puis Intel, au bout de quelques années, ils ont eu aussi des problèmes, et Apple, à un moment, s'est dit, maintenant, par contre, on a fait évoluer l'architecture ARM en faisant nos propres processeurs, à partir des Apple Silicon, donc c'est les Apple A4 sur les iPads. Ils ont commencé à mettre de l'argent en rachetant PI Semi, je crois, je sais pas comment ça s'appelait la société qu'ils avaient racheté, donc pour faire leur propre processeur et pousser en fait cette architecture et la faire évoluer pour qu'elle convienne à leurs besoins, tout simplement. Donc maintenant aujourd'hui ils ont une architecture qui est vraiment efficiente et que on se rend compte d'ailleurs la concurrence a énormément de mal à rattraper, très clairement. Mais à cette époque-là, le choix d'Intel était le plus logique. Clairement, parce que c'était les processeurs ARM étaient juste pas prêts en fait pour faire ça. On n'avait pas de technologie pour. Ça, puis de compiler sur un x86, sur un Intel, sur Windows, puis après ça compiler sur
sur Mac, c'était peut-être aussi un avantage pour aller chercher plus de développeurs, non? Oui, et puis voilà, puis il y a le côté après Bootcamp qui a permis de faire venir les gens aussi sur Mac. Enfin, il y a plein de choses qui facilitaient la migration de toute façon. Mais juste l'architecture n'était pas prête pour les machines de l'époque. Et d'ailleurs, regarde bien, même sur le marché, les portables PC hors Apple qui utilisent du Windows ARM, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Il y a de bonnes raisons à cela. C'est qu'en fait, l'OS n'est pas prêt et que ça demande à recompiler encore plus ces applications. Enfin, il y a encore plus de boulot derrière. Donc c'est un processus d'évolution lente, mais c'est comme ça. On a déjà fait trop long. Ben, en tout cas, je pense que Frédéric, il va avoir réponse à ces questions. La part de toi, c'est encore plus précieux. On va commencer par la partie quoi de neuf chez Apple. On était tous satisfaits lorsqu'ils ont sorti la nouvelle Apple Watch neutre en carbone. Et puis, il y avait même Mère Nature qui avait fait une présentation lors de la dernière keynote des produits. Puis on disait, ah, wow, c'est cool, ils sont vraiment neutres en carbone. Mais que nenni, Audrey? Alors, en réalité, ils compensent, alors c'est ce qu'Apple dit, ils compensent l'énergie utilisée pour fabriquer l'Apple Watch pour la recharger tout le long de sa vie par des projets pour équilibrer du coup le bilan de la fabrication de l'Apple Watch et du coup d'avoir un bilan neutre en carbone. Sauf que l'Europe a chopé Apple. On peut dire ça comme ça parce qu'ils n'ont pas traîné. Et donc, l'intitulé neutre en carbone qu'il y a sur l'emballage de la nouvelle Apple Watch ne pourra plus forcément être utilisé à l'avenir. Ils n'ont pas encore tranché. Mais en tout cas, l'Europe a tiqué là-dessus en estimant que cette étiquette, donc, qui est à coller sur certains modèles d'Apple Watch, en fait, les affirmations de neutralité carbone sont scientifiquement inexactes d'après le Bureau européen des unions des consommateurs. Donc c'est une organisation qui regroupe 46 associations de défense des consommateurs, en cause notamment l'utilisation par Apple de mesures de compensation carbone à l'efficacité très critiquée pour parvenir à cette neutralité. Donc en gros c'est pour résumer, en fait, pour cette organisation, le fait qu'Apple compense ne signifie pas que le produit est réellement neutre en carbone. Mais globalement, je pense qu'aucun produit n'est neutre en carbone, puisqu'à partir du moment où il est fabriqué, il émet du carbone. Et on dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, En fait, ils jouent sur les mots, mais ils ont un peu raison. Je me permettrai d'ajouter qu'on a appris aujourd'hui que le glyphosate était renouvelé pour 10 ans en Europe et que l'Europe avait validé. Donc, je trouve que ces actus... je pense que, personnellement, je trouve que c'est pas très équilibré entre embêter Apple sur l'intitulé qu'il y a sur une étiquette et puis autoriser le glyphosate dont on sait aujourd'hui qu'il est toxique pour la santé humaine, pour les abeilles, pour tout le monde en fait. Et ils ont été renouvelés pour 10 ans. Donc je trouve ça un peu limite. L'Europe parfois fait des choix un peu opposé, je trouve. Mais rappelle-moi si le glyphosate est toxique pour les investisseurs de compagnies qui en produisent. Non, hein, tu me rassures. Non, que pour les humains, les abeilles, voilà, que pour la santé. Une réaction, Guillaume? C'est toujours compliqué, après, quand on parle d'écologie, évidemment, Apple a tendance à dire, nous, on est neutre en carbone, on fait le plus pour que nos appareils soient neutres en carbone. C'est très compliqué de dire qu'un appareil est neutre en carbone ou pas. C'est des calculs d'experts que moi, je serais incapable de faire de toute façon. Je pense pas que le fait que l'Europe autorise les glyphosates et puis d'un côté, alors qu'il Apple, ce soit forcément des choses... Alors c'est un peu contradictoire dans l'absolu. On pourrait dire effectivement, ça va pas dans la mouvance écologique, mais là, il y a deux choses un peu différentes, je pense. Le glyphosate et le carbone, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que c'est pas parce qu'effectivement il y a des problèmes d'un côté, il faut pas s'intéresser aux problèmes de l'autre. Donc si Apple utilise de façon abusive certains termes, faut le dire. De toute façon, il faut qu'effectivement il y ait quelque chose qui soit fait là-dessus. Oui, bien sûr. Et que ça n'empêche pas, les actions pour faire en sorte qu'Apple ait un discours qui soit, je dirais, qui ne soit pas qu'un discours de greenwashing comme on dit, mais un discours vraiment réel sur la réalité de ce côté neutre en carbone. Donc qu'il y ait une discussion, ça me choque pas plus que ça, je dirais. C'est pas la première fois qu'ils sont retoqués pour des publicités. Les Anglais sont assez forts là-dessus.
pour les publicités qui ont un discours et qui disent bah non, c'est pas vrai ça, vous pouvez pas faire ça. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait un peu de vigilance sur Apple. Maintenant, je pense qu'Apple aussi fait beaucoup de choses, donc faut pas critiquer que Apple, quoi, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui font bien pire. Maintenant, c'est le danger d'Apple qui dit c'est neutre en carbone. Bah oui, forcément, les gens vont regarder. En plus, c'est Apple, donc forcément, ça va faire du bruit. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est surtout que, en fait, ces deux décisions de l'Europe sont au nom de l'écologie. Donc, pour moi, c'est pas très cohérent. Mais en effet, si une société met un terme qui est faux sur leur emballage, bien évidemment qu'il faut veiller à ça. Après, voilà, Apple, c'est quand même... l'Europe tape quand même pas mal sur Apple. Mais sur le discours écologique, tu auras toujours des gens qui vont taper sur Apple, quoi qu'ils fassent. Et c'est normal, c'est une des plus grosses sociétés au monde aujourd'hui, et c'est tout à fait logique. Même s'ils font beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, je m'étais un peu frité gentiment avec un militant de Greenpeace qui était venu frapper à ma porte. J'aurais dit, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais enfin, Apple, je sais quand même qu'ils travaillent beaucoup sur le côté écologique, et les mecs m'ont dit, non, mais de toute façon, moi j'ai un Mac, et oui, on sait très bien qu'on tape sur Apple, bah, parce que ça fait du bruit et ça fait du buzz. Voilà. Oui. Donc, il me le dit direct, donc je fais, bon, oui, vu comme ça. Mais c'est pas plus mal qu'une grosse société, après, soit mise en avant et essaie de pousser après, et montre ce qu'ils font réellement. Je trouve ça plutôt bien. Donc, bon. Oui, Matt et moi, on félicite souvent, enfin, on est souvent positif sur le fait qu'Apple s'investisse à ce niveau-là. Ouais. Et je pense pas qu'ils fassent semblant. Je pense pas que ce soit que du greenwashing. C'est sûr que ça fait une belle image pour la société, mais je pense qu'il y a une vraie volonté derrière. Je pense que c'est assez prégnant quand tu discutes un peu avec les gens que moi je connais chez Apple. Enfin, j'ai eu une présentation récemment justement sur le côté écologique d'Apple. Je me suis dit, oh là là, ça va être encore du bullshit. Et puis en fait, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait sur la conception des produits, jusqu'où ça allait, etc. Donc c'était par les gens d'Apple chez Apple France. Et je pense que sur le discours, par exemple, qu'il y a eu sur Mère Nature, le petit sketch qu'il y a eu lors de la conférence de la rentrée, bon, la forme était pas géniale, mais ça montrait qu'il y avait beaucoup d'action. Donc, et c'est finalement assez ambitieux de dire que sur une présentation d'1h30, tu mets 20 minutes quasiment sur ce discours-là, bah, tu montres des éléments concrets, tu peux pas dire, ouais, c'est du greenwashing. On montre ce qu'on a fait. Bon, c'est pas si mal. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est, comme en anglais, ils ont une formule, c'est damn if you do, damn if you don't. Donc c'est, quoi que tu fasses, de toute façon, t'auras tort. Grosso modo. Bah, autant qu'il le fasse, et à la limite, bah, voilà, au moins c'est fait. Ouais. Puis, ils pourraient ne pas le faire, ils pourraient se permettre d'utiliser leur force marketing pour dévier l'attention des gens sur d'autres choses, mais ils décident de le faire. Alors, de toute façon, pardon, excuse-moi, Matt, mais voilà, par exemple, tu prends le coût des emballages. Tu vas dire, ah bah tiens, mais plus les emballages sont plus petits, etc., ça réduit les transports. Ouais, mais du coup, ils économisent. Oui, effectivement, ils économisent ici sur le transport. Mais d'un côté, oui, ils ont quand même moins de transport. Donc, c'est pas si mal. Mais tu peux toujours trouver un effet négatif, en fait. C'est toujours ça. Tu peux toujours contrebalancer en disant, ouais, mais ça a des avantages. Bien sûr que ça a des avantages aussi. Mais n'empêche que c'est un geste. Donc, c'est pas si mal. Effectivement. Ouais, tout est bon à prendre. Exact. Seconde nouvelle avant notre dossier. Vous savez qu'il y a une discrimination dans certaines catégories de personnes. Tous les mois, c'est une étude que j'avais lue aux États-Unis sur les utilisateurs d'iMessage quand ils reçoivent un message écrit en vert, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement iMessage et pas de iPhone. Certaines personnes discrimineraient leur choix potentiel pour être en couple avec. Bon, ça va peut-être être réglé parce que RCS sur l'iPhone en 2024, à partir d'iOS 18, c'est quoi RCS? Pourquoi 2024? Pourquoi iOS 18 déjà? Et puis, on va en parler plus en détail, mais tu en as parlé sur Twitter, il y a une panique. Audrey, il y a une panique sur les boules bleues, RCS. T'es désabusé, hein, je te le vois. Ouais, écoute, c'est des choses qu'on répète souvent. Donc oui, j'ai fait un petit tweet pour rappeler que la panique bulle bleue versus bulle verte n'avait pas lieu d'être, puisque même si vous avez un iPhone, vous enverrez des messages verts quand vous n'aurez pas de Wi-Fi ou de connexion 3G, 4G, 5G. Ça passera par le réseau téléphonique de votre opérateur, donc ça sera un SMS pur, donc qui sera en vert. Et de la même façon, on en avait déjà parlé matin, que ça peut créer des conversations qui étaient groupées au départ et séparer les conversations. Ouais. Donc ça peut créer des interrogations quand on envoie des messages groupés. Alors le RCS, on en a déjà, en plus on en a parlé il y a pas longtemps, que Apple refusait depuis longtemps et que ça y est, là on a appris qu'ils ont accepté
et que Google allait aider Apple à implémenter le RCS dans l'application message. On a appris également que en fait, c'est en gros la nouvelle version des SMS, hein, c'est les SMS de nouvelle génération, on va dire ça. Donc apparemment, ils seront toujours verts. Apple garderait quand même sa couleur bleue. C'est ça. Mais en gros, voilà, moi je connais des gens qui n'ont jamais activé e-message et qui envoient que des SMS. Donc, en fait, voilà. Donc, comme on l'a déjà dit, ne refusez pas un rendez-vous parce que vous recevez une bulle verte. C'est un peu idiot. RCS par rapport au SMS, MMS, Guillaume, c'est quoi? C'est une évolution, en fait. C'est une évolution technologique qui permet en particulier d'envoyer des plus gros messages, et plein de choses, en fait, et une meilleure sécurité. Les SMS, c'est assez réputé, voilà, pour avoir une sécurité assez faible. Bah, c'est une technologie à 30 ans, pratiquement, je pense, aujourd'hui. Donc, c'est un peu normal qu'elle évolue. Donc après, j'ai pas regardé les détails techniques de tout ce que permet le RCS, si ce n'est que Google, c'est ce qu'ils pousse depuis des années, et puis ils disent à Apple, faut que tu adoptes le RCS, et Apple était encore en mode il y a quelques mois, bah si vous voulez du RCS, pas de problème, mais prenez un Android, et puis si vraiment ça vous embête de pas pouvoir communiquer avec les gens sur iMessage, bah achetez-vous un iPhone, voilà, pourquoi vous utilisez encore des Android. Et alors ce qui m'étonne, en fait, c'est pas qu'Apple fasse ce move, comme on dit, c'est pas qu'elle change comme ça d'opinion en disant bah on va adopter le RCS, c'est qu'elle le fasse à un moment où en fait, ça correspond à rien. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire que là, aujourd'hui, ils auraient pu annoncer ça en juin pour la conférence développeur, ou en juin de l'année prochaine. Là, ça arrive un peu à la fin de l'année, alors qu'il n'y a plus aucune actualité, quoi que ce soit. Ils annoncent quelque chose sur lequel ils ont dit encore il y a 3 mois, non, on va pas le faire. Donc là, il fait un petit peu un revirement, et en disant aussi, on va travailler à améliorer le protocole pour les prochaines années. Donc, ce que je comprends pas, c'est le timing, en fait, surtout. C'est pourquoi ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, via un communiqué. Je sais même pas s'il y avait un communiqué de presse officiel. D'ailleurs, j'ai pas regardé dans la newsroom pour voir si... Non, même pas. En fait, il y a même pas eu de communiqué de presse. C'est un site, c'est 9to5Mac qui en a parlé, qui a eu dit Apple a envoyé un communiqué pour nous dire. Mais c'est même pas communiqué officiellement sur le site, en fait. Donc, il y a plein de choses, en fait, que je trouve super bizarres dans cette histoire. Tant mieux, ça a été confirmé. Attention, c'est pas une blague, hein, ils vont vraiment le faire. Ça a été confirmé, puisque John Gruber, le célèbre blogueur américain, voilà. Un jour, on m'a dit que j'étais le French John Gruber, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, John Gruber, c'est voilà, qui est un peu une référence, a contacté Apple, et Apple lui a dit oui, c'est vrai. Il les a contactés sur un point, c'est pour savoir si de toute façon, est-ce que les gens qui vont utiliser le RCS vont avoir aussi des bulles bleues sur iMessage, ou est-ce qu'ils ont des bulles vertes? Et Apple a dit non, ils auront toujours des bulles vertes. Donc vous saurez toujours qu'ils ont utilisé de l'Android. Voilà. Donc vous pourrez pas faire croire que finalement ils ont un iPhone et puis finalement ça va être super, vous allez pouvoir passer vos soirées ensemble et plus affinité. Donc vous aurez toujours cette séparation parce qu'Apple veut quand même conserver un avantage à iMessage quoi qu'il arrive. Et alors ce qui est assez bizarre, c'est que par contre ils vont implémenter une fonctionnalité qui est une version qui est un peu moins évoluée que celle de Google, mais qui est un peu plus utilisé un peu plus largement dans ce protocole RCS, et en particulier qui est un peu moins sécurisé. Donc là, ils utilisent une version moins sécurisée, ça c'est pas génial. Alors après ça évoluera, ils veulent proposer des modifications protocole pour qu'ils soient plus sécurisés dans le futur, très bien. Mais c'est vrai que voilà, moi ce qui m'étonne c'est ce timing, qui correspond à rien. Après, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Clairement, soyons clairs, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Le RCS, je suis pas ferré un peu sur je suis pas ferré non plus sur la technologie, mais ça passera par les données de ton cellulaire et pas le réseau cellulaire en tant que tel. C'est ça. Je lisais dans un article que ça va quand même retirer près de 3 milliards aux opérateurs en Europe parce que ils vendaient encore du SMS. Ils vont se rattraper. Ils trouvent une solution de contournement, t'inquiète pas. Ils vont trouver une solution. Ils augmenteront les tarifs de toute façon. Même s'il n'y a rien qui se passe, ils trouveront une explication pour augmenter les tarifs. Autre actualité qu'on s'attendait, qu'on pensait peut-être avoir dans les nouvelles bêtas d'iOS, parce que Apple fait des versions bêta avant de vous les rendre, disponibles sur vos téléphones. C'est comme ça, en fait, qu'ils améliorent leurs bugs, leurs tests et ainsi de suite. Et on pensait avoir ça dans les prochaines bêtas, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des boutiques tierces, mais on a eu quand même confirmation qu'ils allaient être obligés, en tous les cas, je pense pas qu'ils le fassent de leur plein gré, de laisser entrer des boutiques tierces sur les plateformes que vous connaissez et qui vous sont si chères, iPad ou iPhone. Ça fait partie de la législation sur le marché numérique. C'est l'Europe qui pousse fort pour ça. En fait, je vais vous poser la question,
directement. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative, Audrey, malgré le fait qu'ils y soient obligés d'avoir des boutiques tierces? Moi, je me dis que ça va te faire des nouvelles formations là, pour installer des boutiques tierces à prévoir. Du coup, Audrey est contente, elle va vendre de la formation pour ça. Donc, voilà. Bah, en réalité, non, je suis pas. Je suis un peu partagée. Disons que pour moi, clairement, historiquement, sur le Mac, on a toujours pu installer des applications depuis le web directement. On téléchargeait une appli, on l'installait, et après l'App Store est arrivé, on pouvait donc installer des applis depuis l'App Store. L'iPhone et l'iPad ont toujours été restreints à l'App Store, ce qui permettait quand même d'avoir des appareils sécurisés. Ça évitait à Tata Martine d'installer des trucs chelous et d'avoir des problèmes sur son iPhone ou son iPad. Donc clairement, c'était un peu, comme certains disent, une prison dorée. En passant par l'App Store, on savait que les applis étaient vérifiées, qu'il y avait du monde derrière, que c'était sécurisé, qu'on pouvait aussi les réinstaller quelques années plus tard, puisqu'on avait notre historique d'achat et de téléchargement. Donc, ça a apporté de la simplicité, je trouve, et de la sécurité. Là, maintenant, s'il y a d'autres stores qui vont pouvoir être installés, alors est-ce qu'ils vont pouvoir être installés depuis le web ou depuis l'App Store? Je ne sais pas encore. Est-ce que ça va être un store dans l'App Store? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère juste que les gens vont avoir conscience de ce qu'ils font et que l'iPhone restera un appareil sécurisé, puisqu'Apple, pour Apple, c'est quand même un argument hyper important. Le fait que nos données soient en sécurité, que on se fasse pas, qu'il n'y ait pas de virus, etc. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, je comprends que l'Europe veuille cette ouverture. Voilà, va falloir encore former les gens dans le sens où on va surtout. Enfin, moi, je pense que je vais surtout leur dire que si c'est pas un besoin fondamental, restez avec l'App Store et tout ira bien. En fait. Je pense que ça vise peut-être pas les utilisateurs non avancés, je dirais là, cette nouvelle-là. Moi, je vois ça d'un bon œil parce que ça va y avoir une certaine concurrence, une pression sur le 30% qu'Apple prend au passage de tous les abonnements, tous les tarifs qu'il peut y avoir dans l'App Store. Guillaume, on ne l'a pas dit, mais ton domaine d'expertise, c'est Apple, mais en plus particulièrement au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça peut avoir des avantages au niveau de l'entreprise qu'on permette des boutiques tierces d'applications sans devoir passer forcément sur l'App Store? Ou ils avaient déjà le chemin qui allait bien pour les compagnies, pour les hors de vente? Les entreprises ont des programmes développeurs spécifiques qui permettent de déployer des applications custom, en fait, sur des appareils faits sur mesure que vous ne trouvez pas dans le store et que vous pouvez télécharger depuis le web. Mais tout passe, en fait, par des certificats et par des chaînes de confiance. Et en fait, c'est ça le plus important qu'il faut comprendre, c'est l'histoire de chaînes de confiance. Pourquoi, effectivement, l'iPhone, aujourd'hui, est très sécurisé? C'est parce qu'en fait, il y a une chaîne de confiance qui arrive, qui a une validation par Apple de toutes les applications, qui peut être critiquée, mais il y a une validation des applications qui fait que une application pour être proposée sur le store doit être validée par Apple et va être installée sur les appareils. Le problème, c'est qu'après, des fois, les règles d'Apple, elles sont pas forcément très souples. Un cas concret, par exemple, c'est que tu as maintenant des applications qui permettent de faire de streaming de jeux vidéo, comme le fait Nvidia, par exemple, avec GeForce Now ou d'autres solutions. Et Apple a dit, oui, vous pouvez continuer à faire ça, mais pour le faire, en fait, il faut, pour chaque jeu que tu as streamé, par exemple, il faudrait que tu aies une application dédiée sur ton téléphone. Donc, ça rend le système complètement pourri, en fait. Tu peux pas dire, tiens, je lance un store sur mon appareil, je lance le jeu, et puis, je peux y jouer en streaming directement. Mais en même temps, c'est sûr que c'est compliqué pour Apple, parce que dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, plutôt que pousser les gens à utiliser l'App Store pour avoir des applications développées pour l'iPhone, tu peux dire, non, t'as pas besoin, tu fais streamer ton jeu sur ton iPhone directement, et tu payes rien à Apple. Et en plus, t'as pas besoin de développer une version pour l'iPhone. Donc, c'est presque que du bénéfice, tu vois, mais pas pour Apple. Donc, quand t'es une entreprise, c'est compliqué de se dire, en fait, je vais libérer le truc pour que finalement, il n'y ait plus rien qui me tombe dans les poches. C'est sûr. Les 30% d'Apple, on en parle souvent, c'est pas forcément 30%, d'ailleurs, ça peut être beaucoup moins. Selon les cas, ça bouge selon le chiffre d'affaires que vous faites. Enfin, il y a plein de discussions là-dessus. Est-ce que la concurrence a du bon? Oui, dans certains domaines, elle a du bon. Je peux trouver plein de raisons, par contre, plein de trucs en Europe où il y a eu de l'ouverture de la concurrence et c'était pas bon. Au hasard, par exemple, dans le domaine de l'énergie, ils ont voulu absolument faire de la concurrence dans le domaine de l'énergie.
Je suis pas sûr qu'avoir ouvert la concurrence dans le domaine de l'énergie était forcément une très bonne chose aujourd'hui, quand on voit le bordel que c'est, l'augmentation des coûts délirants qu'on a, et la façon dont c'est géré aujourd'hui, en particulier en France. Et encore, on est plutôt bien sécurisé par rapport à d'autres pays d'Europe. Mais on va en parler en Angleterre, hein, quand les gens se retrouvent avec des factures qui font fois 10 ou 50 dans l'année, il y a de quoi discuter. Donc, la concurrence, ça a du bon, oui, mais si les concurrents disent « Ok, on peut réussir à faire des stores personnels, et, enfin, d'une plateforme, et que ça facilite l'arrivée d'applications, et qu'on reste dans un cadre sécurisé, pourquoi pas ?» Mais je pense qu'Apple mettra des gros avertissements en vous disant « Attention, vous savez ce que vous faites là, vous êtes sûr vraiment ?» Et de toute façon, a priori, pour le moment, ce sera que pour l'Europe, hein, parce que bon, on aura notre version... un petit verrou dans iOS sur nos appareils et puis pas sur les autres. Il y a que les appareils européens qui seront concernés par ces mesures-là pour le moment. Tant que les Américains ne mettront pas le nez dedans aussi, tant que le gouvernement américain ne mettra pas le nez dedans, les Américains ne seront pas concernés. Est-ce que ça a du bon ou pas? C'est difficile à dire aujourd'hui. Est-ce que les développeurs vont être contents ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est toujours difficile. Après, quand je vois sur Android, effectivement, les problèmes de sécurité qu'il y a régulièrement, alors Apple en a, mais dans une moindre mesure, je dirais, mais on n'a pas forcément les mêmes problèmes, en tout cas, que sur les plateformes concurrentes. Ouais, je suis pas pressé que ça arrive, on va dire. Et par contre, dans le cadre de l'entreprise, je pense qu'Apple aura tout de suite prévu de quoi verrouiller l'accès uniquement aux stores qui eux ont décidé, et puis pas les autres. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Matt, quand tu dis que ça va pas intéresser que ça sera réservé aux geeks, en gros, ou pas aux personnes, pas aux... Oui. Juste une stat, aux États-Unis, c'est 94%, je crois, que des jeunes de 13 jusqu'à 18 ans qui ont un iPhone. Donc là, on n'est pas dans l'entreprise, hein. Et quand tu vois ce qu'ils vendent aux États-Unis, tu fais... Bon. C'est ça, en fait, moi, je fais des vidéos sur YouTube, donc je sais très bien ce que les gens veulent ou cherchent. Et à partir du moment où ils veulent faire quelque chose, même si c'est contre-indiqué, même si ça met en danger la sécurité de leurs données et de leur appareil, ils vont le faire. Donc en fait, quand je te disais Tata Martine, c'est vraiment... Tata Martine, elle va aller sur YouTube, elle va suivre un tuto, elle va pas savoir ce qu'elle fait, mais c'est ce qu'elle veut. Elle veut le résultat final, donc elle va suivre ce qu'on lui dit pas à pas, et elle va pas se rendre compte en fait de ce qui se passe derrière, et on va ramasser les pots cassés. Ceux qui font du support ou qui font du soutien aux utilisateurs, on va ramasser les pots cassés derrière. C'est pour ça que je suis très réservée là-dessus. T'as un cas concret, hein, de toute façon, c'était à l'époque après le lancement de l'iPhone, quand t'as eu le succès du jailbreaking qui permet de passer outre l'imitation d'Apple, et t'avais Cydia, t'avais les stores concurrents de l'App Store, mais ce que ça faisait sauter les protections qu'Apple mettait en place pour permettre d'installer d'autres logiciels. C'est tout ce que faisaient ces solutions-là. Aujourd'hui, c'est ce jailbreaking, on n'entend plus quasiment parler, parce qu'en fait, Apple a comblé quasiment tous les manques d'iOS au fur et à mesure des années. Moi, j'ai peut-être fait une fois pour tester, mais j'ai jamais trouvé que c'était très intéressant, le jailbreak, par rapport à mes besoins. Et puis les gens aujourd'hui, qui sont sur Android, qui viennent sur iPhone, grosso modo, il y a 95% des besoins qui sont couverts, et puis 5%, bon, sur lesquels on peut s'en passer. Et puis quelques avantages aussi, donc à passer sur iOS. Mais et le jailbreak avait quand même un certain succès. Hein. Moi, je voyais souvent des gens qui me disaient « Regarde ce que j'ai fait, j'ai mis des widgets, machin, sur mon téléphone, j'ai changé les interfaces. Ok, très bien, si ça te plaît. Mais juste un petit rappel, en faisant ça, tu fais sauter toutes les protections de ton appareil. » Et il y avait beaucoup de gens qui le faisaient. Bon. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Qui savaient pas forcément, en fait, ce qu'il y avait derrière. Voilà, et donc je pense qu'Apple, aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de dire « Ok, vous pouvez le faire, mais bon courage. » Voilà. Si vous avez un problème, ne venez pas en Apple Store, quoi. C'est ça surtout aussi le problème, c'est que derrière, qu'est-ce que tu offres comme support? Si demain, tu te dis, ok, maintenant les gens peuvent utiliser d'autres stores, qu'est-ce qui va se passer au niveau des Apple Store quand les gens vont essayer d'installer une application au niveau de boutique, ou avant, tu dis, ok, tu vas dans l'App Store, tu supprimes, tu remets l'application, fin du débat. Là, si ça passe par une autre boutique, ça amène d'autres les Genius, ils vont faire la gueule, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ça amène d'autres enjeux, effectivement. Ça amène plein de questions. Je regardais, parce que sur Android, c'est une réalité que pour ceux qui ont des téléphones Android, ils ont déjà. Et il y a aussi la diversité des applications. Hein. Je regarde, exemple, le Google Play Store a 2,7 millions d'applications, tandis que l'Amazon App Store en a 480 000. Aptoid en a 700 000. Il y a aussi une diversité une quantité qui ne va pas tout à fait égale entre les stores. Mais c'est pas vraiment ce qui compte. Après, il suffit d'avoir
juste une application. Je veux Ouais. dire, tu me diras ce que tu veux. Qui le rap, ouais. Non, mais tu prends une Switch, elle a un Zelda, elle a même 2 maintenant, ça suffira pour vendre de la Switch et tu n'iras pas voir ailleurs. Bon, c'est tout. Tu vois, c'est... Donc après, il suffit aussi d'avoir des fois juste le bon élément. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est un peu ça aussi. Et le nombre d'applications n'est pas forcément significatif sur le besoin d'aller sur telle ou telle plateforme. Après, c'est surtout pour les développeurs finaux, c'est quelle est la marche qu'ils vont pouvoir se faire en allant sur une boutique ou sur une autre. C'est sûr que si demain ils disent, bah ok, on va sur Epic Game Store, on se fait, on récupère 90% de ce qu'on vend, et les 10% c'est pour Epic au lieu de 30% chez Apple. Alors après aussi, le problème, c'est que peut-être que dans ce cas-là, ils vont peut-être quand même moins vendre. Parce que tu n'auras peut-être pas la même mise en exposition, ça sera peut-être plus compliqué pour distribuer, etc. Il faudra que les gens fassent la démarche de télécharger notre application, d'installer le jeu, etc. Mais après, quand tu regardes par contre tout ce qui est proposé par Netflix, Amazon, etc. en termes d'applications tierces, en termes de jeux par exemple sur leur plateforme, il y a plein de débats. Enfin, c'est intéressant. Je sais pas ce que ça apportera, mais c'est intéressant. En même temps, je regarde un article qui parle justement des boutiques alternatives qu'il y a dans le monde Android. C'est un sacré bordel. Hein. Puis en plus de ça, il y a certains pays qui ne l'obligent pas. Ouh, c'est vrai que ça va peut-être pas nous aider finalement tout ça. C'est des choix techniques compliqués. En fait, il y a toujours après un équilibre entre qu'est-ce que je veux apporter comme facilité d'utilisation et en termes de sécurité. L'App Store était très fort parce qu'en fait, quand il est sorti en 2008, en un clic, tu pouvais récupérer les applications, les installer et les payer s'il y avait besoin. Et il y avait toute une économie derrière qu'Apple avait commencé à mettre en place avec l'iTunes Music Store et tout ça, qui permettait d'avoir du paiement en ligne. Et toute cette économie-là était super importante. Et c'est aussi ce qui a permis de pousser l'iPhone de partout, en fait. Hein. C'est de dire, tu vas sur l'App Store, tu cliques, tu cherches ce que tu veux, tu cliques, tu tapes, et puis ton application arrive et tu la lances. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, sur les autres OS précédents, sur les autres appareils, c'était beaucoup plus compliqué. Pour les téléphones dits smart à l'époque, c'était très compliqué de faire ce genre de choses. Et l'iPhone a tout révolutionné là-dessus, mais parce que le système d'Apple était très, très, très contrôlé. On n'a rien en termes de sécurité. C'est toujours la même chose, c'est une balance entre la sécurité et la facilité d'utilisation. Les deux vont rarement ensemble, en fait. Effectivement. Passons à notre dossier de cet épisode, même si chacun des blocs d'actualité en était un en soi, quasiment. Il y a quelques jours, Apple nous a surpris à la dernière minute en nous annonçant une nouvelle conférence qu'ils avaient nommée Scary Fast à la période de l'Halloween. Et nouveauté aussi, c'était pour les Européens en pleine nuit. C'était à 1h du matin, je pense, ou minuit pour vous. Ça devait annoncer, on pensait que ça allait annoncer toute une gamme de nouveaux appareils. Effectivement, on a eu le droit à ces nouveaux appareils-là. On a eu le droit aussi, et j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, à un montage vidéo fait totalement avec l'iPhone Pro Max, celui que je détiens. Et j'ai été content de voir qu'on peut faire des productions incroyables que je ne fais pas. Vraiment, une conférence à la dernière minute, à un horaire bizarre, particulier. Et ils avaient même été jusqu'à, pour cette conférence-là, donner plein de goodies aux influenceurs sur Internet pour se préparer à cette conférence-là. Alors, on avait bien hâte de voir ça. Et on a été un petit peu sur notre faim pour certains cas. On a aimé ça dans certains autres. On va détailler ça ensemble. Audrey, est-ce que tu as suivi en direct Scary Fast? Ah non, moi j'étais couchée à 1h du matin. Je me suis dit je vais lire le résumé demain de tous ceux qui ont veillé tard ou très tôt, du coup le lendemain matin. Nos amis de chez ma génération, par exemple, qui ont suivi en direct et qui ça a duré combien? 30 minutes? 30 minutes, douche comprise, comme disait c'est ça. Donc, j'ai été contente, en fait, quand j'ai vu ça le lendemain matin, d'être allée me coucher comme d'habitude. Alors, apparemment, ils ont... Alors, je sais pas si c'était vraiment pas spontané, mais un peu une keynote express, parce que Qualcomm sortait des puces ARM le lendemain ou le surlendemain. Enfin, il y a eu cette rumeur-là. Je sais pas si c'était vrai, mais en tout cas... C'est bidon. Non, mais un événement comme ça, tu le prépares pas juste en disant tiens, il va y avoir une annonce dans une semaine, on va faire un truc. Non, c'est hyper monté, c'est hyper léché. On pourra parler d'ailleurs du montage. Mais l'horaire était étrange quand même. Alors, l'horaire était étrange, mais voilà. Mais c'était un peu raccord avec le côté Halloween, tout ça, donc pourquoi pas. Et
Des fois, il y a des trucs qu'il faut pas chercher avec Apple. Hein. Il y a des trucs, ils tentent des trucs aussi, je pense. Hein. Parfois, il y a ils tentent des trucs et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais non, le côté annonce de Qualcomm, tout ça, pour moi, c'est bidon parce que je pense que de toute façon, ils s'en tapent. Enfin, ça n'a pas d'impact. Juste l'annonce de Qualcomm, en fait, c'est que Qualcomm a annoncé qu'ils avaient des processeurs qui dépassaient les M2. Ça arrivera peut-être l'année prochaine et encore, et avec un OS qui est loin d'être taillé pour, on va dire. Ouais. Donc et Apple, je pense qu'ils sont et le processeur est quand même pas bon partout. Enfin, ce qu'ils ont annoncé, c'est pas bon partout, très loin de là. Donc Apple, ils ont encore sous le pied et ça va, ils sont tranquilles de ce côté-là. C'est pas la première menace en fait, c'est pas la principale menace. Alors la donc, rumeur non, je pense aussi, que c'est juste. Il y a eu d'autres rumeurs. Hein. La rumeur de faire ça à cette heure-là, c'était pour se rapprocher de l'Orient, du Japon, comme de quoi qu'il y aurait des nouveaux jeux vidéo japonais qui sortiraient et que c'était pour se synchroniser sur le... Alors, il y a eu un peu de tout, de n'importe quoi. Moi, j'ai fait un live où je me suis fait ban par YouTube. Oui, j'étais là, je me souviens. Auquel Guillaume... ça en live, c'était marrant. auquel Guillaume a participé. Guillaume, je sais que tu étais en live. Il y a eu plusieurs présentations de produits. On va y aller peut-être tout de suite, Audrey. Je te laisse mener le bal des produits et puis on rebondira au fur et à mesure. Yes. Alors, un nouvel iMac avec la puce Apple M3. Donc, c'est quasiment le même que l'iMac avec la puce Apple M1 que j'utilise tous les jours, moi, depuis qu'il est sorti en 2021. Ça fait déjà 2 ans. Donc, en fait, je vais vous indiquer les petites différences, hormis la puce, bien sûr, qu'il y a entre les modèles de 2021 et ceux de 2023. Alors, si vous voulez réécouter notre épisode, j'ai vérifié tout à l'heure, c'était vers l'épisode 30, où on vous en a parlé en détail de ce nouvel iMac qui avait un nouveau design, disponible en 6 ou 7 couleurs, je ne sais plus. Donc, réécoutez cet épisode-là si vous voulez qu'on en parle en détail. En tout cas, là, donc Apple a présenté les iMac toujours en 24 pouces, avec une puce Apple M3, juste M3. Voilà. Pas de version M3 Pro, M3 Max, on s'arrête à la M3. Au niveau des différences, donc bien sûr il y a cette puce qui est quand même beaucoup plus rapide que la puce M1. Là il y a un vrai bond, je pense, significatif. Au niveau des options, on peut monter à 24 gigaoctets de mémoire unifiée, donc la mémoire RAM. En option, avant c'était 16 Go, moi j'ai pris 16 Go sur mon M1, donc là on peut monter à 24, c'est pas mal pour des gens qui ont besoin d'un peu plus de puissance. On a du Wi-Fi 6E, on a du Bluetooth 5.3, on a par contre toujours les périphériques Magic Mouse et Magic Keyboard qui se rechargent en Lightning. Pour vrai? Si. On n'est pas en USB-C tout le monde maintenant? Non, dans 2 ans, la prochaine fois. Okay. Bon, moi je trouve pas ça, de toute façon... je sais pas en fait jusqu'où la norme européenne de l'USB-C doit aller. Est-ce que c'est que pour les portables? Est-ce que c'est pour toute l'informatique de tous les fabricants? J'en sais rien, mais en tout cas là c'est toujours du Lightning. Moi je m'attends à ce que vos véhicules électriques soient rechargés avec l'USB-C en Europe. Là. Si vous voulez être conséquent, du mal quand même. Oui. T'auras du mal, parce que le petit connecteur là, il va fondre à vitesse grand V, ça va être marrant. Ou il va être long à charger ton scooter, ou une semaine peut-être. Ouais. On a toujours les mêmes couleurs, donc gris, rouge, orange, jaune, vert, violet et puis bleu. Donc vous pouvez toujours bien sûr choisir. Alors il y a des couleurs qui sont réservées aux modèles les plus haut de gamme, puisqu'il y a 3 modèles principaux. Et puis les prix, par contre, ça a un peu augmenté. L'iMac est à partir de 1 599 €. J'ai fait une petite comparaison avec la configuration que moi j'ai achetée. J'avais pris 1 Tera de SSD, 16 Go de RAM, et il y avait à peu près 200 € de différence entre le modèle que j'ai acheté en 2021 et la même configuration avec la puce M3 qui vient de sortir. Donc une augmentation du prix de l'iMac, mais aussi bien sûr des composants. Après, l'inflation est passée par là, donc c'est pas hyper choquant cette différence de prix. Donc bien sûr, comme d'habitude, quand vous achetez un iMac, vous faites gaffe aux ports, puisque les 2 premiers modèles qui sont à 1 599 € et 1 829 € n'ont que 2 ports USB 3. Non, je dis des bêtises, pardon. Le premier modèle a 2 ports Thunderbolt USB 4, et par contre, à partir du second modèle, à 1 829 €, là, vous avez 4 ports, 2 ports Thunderbolt USB 4 et 2 ports USB 3. Je vous conseille quand même de partir à ce modèle-là, parce que 2 ports, c'est un peu limite, surtout pour un ordinateur de bureau. Enfin, ça dépend de vos besoins, mais moi, je sais que mes 4 ports, ils sont constamment utilisés, et donc, c'est des ports USB-C.
Alors, clairement, c'est bien qu'Apple fasse évoluer cet iMac. Beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas une version 27 pouces. Moi, je pense qu'ils veulent pas du tout rentrer en concurrence avec la gamme Pro, le Mac Studio et l'écran qui va avec. C'est pas en pense, hein. Pardon, je t'interromps, mais ils l'ont clairement dit, hein, de toute façon. Ils l'ont dit, c'est bon, c'est acté. Si vous voulez un Mac avec du 27 pouces, on a des très jolis Mac Studio ou des Mac Mini sur lesquels vous pouvez ajouter un écran et ça tombe bien. En plus des écrans, on en vend. Donc le discours, il est là. Après, la question, c'est est-ce que ce modèle-là, en fait, aujourd'hui, est très vendu par Apple? L'iMac n'est plus le flagship que ça a été en fait pendant des années. Donc du coup, est-ce qu'ils ont envie vraiment d'investir sur un modèle qui peut être remplacé par autre chose finalement, de plus efficace, plus puissant et avec un écran séparé? Ouais, moi je serais pas surpris qu'à un moment Apple ils disent la gamme iMac, bon c'était cool, mais est-ce qu'on va vraiment la garder très longtemps? Je sais pas. Ah ouais, tu crois? J'en sais rien. Ah ouais, moi c'est un ordinateur que j'aime beaucoup et que j'utilise pour bosser. Et j'en ai eu plein, des iMacs pendant 15 ans. Là, j'ai quasiment bossé tout le temps sur des iMac. Et là, le 24 pouces, il est hyper fin, il est hyper l'écran, il a de la bonne taille. Enfin, c'est vraiment un super ordinateur, même pour un usage pro, du montage vidéo comme je fais, etc. Ah, c'est un très bel objet, c'est pas la question. La question, c'est au niveau terme de rentabilité, quand tu es une grosse entreprise comme Apple, tu regardes aussi ce qui se vend ou pas, et à un moment, tu tailles dans le gras. Et est-ce que l'iMac aujourd'hui se vend beaucoup? Je ne sais pas. J'ai pas de chiffres, hein, je peux pas le dire. Mais est-ce que les gens seraient malheureux si demain Apple dit ok, on vend que le Mac Mini et le Mac Pro, et enfin le Mac Mini et le Mac Studio, et vous achetez l'écran que vous voulez à côté? Est-ce que toi tu serais peut-être plus malheureuse par exemple avec un Mac qui serait pas un iMac? J'ai eu un Mac Mini, Mac Mini M1. Alors moi clairement c'était vraiment une question de câble et d'esthétique et de ce que je. J'entends. Voilà, moi, plus c'est simple, mieux c'est. Donc là, l'iMac, déjà avec ses 3-4 fils à l'arrière, c'est beaucoup trop. Je trouve ça pas super beau. Alors quand j'avais le Mac Mini avec tout, l'écran, le machin, l'écran qui a besoin de sa propre alimentation, enfin, c'était... Ouais, franchement, je trouve ça... L'iMac, je trouvais ça beaucoup plus simple. Mais bon, après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est ça, à un moment, peut-être qu'à un moment, Apple va peut-être se dire, on n'a plus... Tant pis. Voilà, j'espère pas. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'ils disent, ok, on a un iMac 27 pouces qui arrive et joie bonheur. Et là, ça aurait été le truc idéal. Mais ça correspond peut-être plus à leur stratégie, c'est tout. Tout comme à un moment, ils ont décidé qu'ils vendaient des serveurs et puis ils ont arrêté de vendre des serveurs. Ça les a pas dérangés. Après, moi j'ai eu des iMac 27 pouces pendant des années. Mon Mac Mini était connecté à un écran LG 27 pouces. Et quand je suis passé au 24 pouces, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 jours à m'adapter. Je veux dire, franchement, les 3 pouces de différence, c'est pas ça qui me dit c'est trop petit, je peux pas mettre 2 fenêtres. C'est pas le nombre de pouces, c'est la définition de l'écran après qui va jouer derrière. Surtout, c'est le nombre de K que tu vas mettre, donc du 4K, 5K, etc. Ouais, le LG que j'avais, c'était c'était un 5K, donc j'étais vraiment bien, mais voilà, franchement, du 27 au 24, et c'est peut-être pour ça, en fait, autant quand il y avait les iMac 21, je pense qu'il y avait un besoin d'avoir un 27 pouces, autant là, le 24 pouces, je pense aussi que c'est une très bonne taille d'écran. Ça me surprend quand même ce que tu dis, Guillaume, parce qu'on n'est plus habitué à ce que Apple rationalise ses gammes en ce moment. Là. On est justement dans l'inverse. Alors, c'est surprenant qu'il n'y ait pas le 27. Bah, je sais pas. Ouais. C'est à voir. À un moment, ils regardent un peu aussi ce qu'ils ont et quels sont les usages et si vraiment il y a une demande très forte sur un modèle particulier. Je pense que si vraiment le 27 manquait tant à la gamme, il aurait déjà fait depuis longtemps, en fait. Ouais, bon point. C'est... Voilà. Et en fait, maintenant qu'ils ont proposé le Mac Studio, dont les gens sont très contents, qui est très silencieux et qui marche très bien et qui est beaucoup plus puissant, passera plus avantage, je pense que l'iMac, par sa compacité, a peut-être aussi plus de difficultés à intégrer un processeur professionnel. Donc, s'ils disent, ok, on va mettre aussi du M2 Pro, parce que les gens vont peut-être pas se contenter d'un M3 donc il va peut-être du M3 Pro ou M3 Max, ça veut dire aussi peut-être un châssis différent, des besoins de ventilation différentes, etc. Donc, compliqué. Non, c'est compliqué parce qu'après, tu peux pas dire juste j'augmente la taille de l'écran, mais derrière, je change pas le pros. Bon point. Autre ordinateur qui nous ont qui ont été dévoilés lors de Scary Fast, c'est le MacBook Pro 14 pouces. Audrey, 14 pouces, ça voulait dire que on abandonne le 13 pouces, c'est ce que j'ai compris? Oui, ça y est, il n'y a plus de MacBook Pro 13 pouces dans le catalogue d'Apple. Enfin. Ouais, c'est vraiment le modèle qui s'est accroché pendant des années. Le 14 pouces,
apparemment, les utilisateurs sont contents d'avoir le choix entre 14 ou 16 pouces. C'est impeccable. Ouais, c'est des bons formats. Alors, la gamme des 14 pouces, je vous le cache pas, il y a 5 modèles. Ouais. C'est le bordel, je me permets le mot, c'est le bordel. Mais non, c'est de la souplesse. C'est de la souplesse qu'on n'a pas eu. Voilà. Du coup, on va pas vous faire du conseil d'achat. De toute façon, le site d'Apple est très clair. Si, on va faire un conseil d'achat. Ok, alors, déjà, globalement, les MacBook Pro 14 pouces sont disponibles en M3, M3 Pro, M3 Max. Ce qui est génial, c'est qu'on a enfin 512 Go de stockage en entrée de gamme. Merci Apple, il était temps pour une gamme estampillée Pro. 8 GB de RAM. J'y viens, mais attention aux 8 Go de RAM, hein, ça pouvait pas être merveilleux totalement, hein, ça pouvait pas être l'île aux enfants tout de suite, hein, il fallait bien taper pour vendre pas le modèle d'entrée de gamme, mais les autres, hein, donc en effet 8 Go de RAM de mémoire unifiée, hein, comme on l'appelle maintenant, sur les 2 premiers modèles. Donc, ça fait mal pour un ordinateur à 2000 et 2300 €. C'est pas ça fait mal, c'est honteux. Utilisons les vrais mots. Tu proposes une gamme pro avec une machine qui commence à 8 Go et là, le marketing d'Apple est arrivé en disant oui, mais 8 Go chez nous, c'est mieux que chez les autres. Alors, il y a eu plein de tests qui ont montré que non, en fait, hein, si tu prends le M3 de base avec 8 Go et tu le mets en face du M3 avec 16 Go, les performances sont pas les mêmes. T'as des logiciels qui refusent de se lancer à 8 Go. De toute façon, je crois que c'est Blender ou je sais plus lequel, qui dit non, moi j'ai besoin de 16, merci, au revoir. Et tu peux pas en fait aujourd'hui dire j'ai une machine à des pros en lui proposant que 8 Go de mémoire qui est non extensible, puisque c'est la mémoire unifiée, en plus on peut pas la changer a posteriori, donc il faut que les mémoires, tu la choisisses à l'achat et basta. Alors après, je relativise toujours là-dessus. Ça permet à Apple de dire, voilà, on a une machine à 2000 €, enfin juste en dessous de 2000 € en entrée de gamme, ok, mais de toute façon, tu vas augmenter la RAM, tu vas dire, ok, je veux passer à la mémoire dessus, donc tu vas rajouter 230 €, donc tu vas dépasser tes 2000 € quoi qu'il arrive. Et Apple est très forte pour dire, ouais, mais si tu augmentes un petit peu tu ajustes un peu les paramètres, regarde en fait le modèle qui est juste au-dessus, un peu plus cher, mais finalement il est aussi encore plus intéressant. Et ils sont super forts là-dessus. T'auras beau dire, ils sont super forts. Alors pourquoi ? Parce qu'ils facturent la RAM très cher. Bon, alors est-ce qu'il y a une meilleure qualité ou pas ? Non, je pense pas qu'il y ait tellement de différence de qualité qui fait qui explique qu'Apple vende sa RAM 5 ou 10 fois plus cher que les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Après, quand t'es un professionnel, honnêtement, ta machine, tu sais que tu l'amortis sur 3 ans, tes 230 € que tu vas acheter, bah, ça va être quoi ? C'est 230 € sur 300, sur 1000 jours. C'est pas si cher que ça si tu compares sur la durée de vie de la machine, c'est pas ce qui va faire une grosse différence. Par contre, ça fera une différence, sur tes performances. Ça va faire une différence, sur ta capacité à pouvoir revendre la machine derrière, parce que si dans 2 ans, l'OS, il te dit, ou dans 3 ans, l'OS bouffe trop de RAM et que tu peux plus revendre ta machine à 8 Go, c'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment dommage qu'Apple se dise pas à un moment, ok, 16 Go, ils ont augmenté le disque très bien, ils pouvaient aussi augmenter à 16 Go à tout le monde, comme ils ont fait pour les iPhones, à un moment, ils ont augmenté le stockage et on arrête les 32 Go ou 16 Go de stockage par défaut, enfin, on augmente un petit peu progressivement. Mais pour que ce soit raccord avec... je me souviens qu'on avait eu cette discussion déjà quand on avait parlé de la toute première puce M1 avec toi, Guillaume, je me souviens qu'on en avait parlé. Dès le départ, on avait conseillé de pas prendre 8 Go de RAM, peu importe le Mac que vous avez, et de passer à 16 pour la revente. Oui, alors je conserve toujours cet argument. Je mets juste un bémol sur le M1. Les M1, les premières machines, c'était des machines grand public. C'est MacBook Air, Mac Mini. Donc, par là, si tu veux, moi par exemple, j'ai un Mac Mini qui me sert pour des tests, des démonstrations, des trucs comme ça. Et à 8 Go, je m'en fous en fait, ça va très bien. Par contre, dire tu vends une machine pro avec 8, ça c'est pas acceptable. C'est ça en fait que je comprends pas. Qu'à la limite, une entrée de gamme à 8 Go et qui soit un tarif canon et qui correspondent à un usage bureautique Internet de base, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je dirais, c'est jouable. Mais pas sur une machine pro. Il y aurait d'après le nouveau podcast de la team iWeek, c'est le podcast Express, iWeek Express. Ils ont eu en exclusivité le fait qu'on aurait des MacBook Pro M3 à 16 GB au prix du 8 GB pour les entreprises et l'éducation. Est-ce que tu es au courant de ça Pas entendu. Pas entendu? Si c'est vrai, c'est qu'ils veulent se rattraper à quelque part. Peut-être. Mais je pense que, voilà. Après, on a oublié de le dire, mais la disparition du MacBook Pro 13, c'est aussi la fin de la Touch Bar. Oui.
Adieu Touch Bar, on t'aimait pas. C'est clair. La mal aimée, parce qu'ils auraient pu Il y a quelques-uns, il y Ouais. a quelques personnes qui disent ah si moi j'aimais bien, mais enfin Ouais. ouais, moi j'en ai vu des Mac Touch Bar, c'était quand même pas gégène quoi. C'était pas génial. C'était peut-être une bonne idée, mais mal exploitée. Et c'était pas facile à utiliser. Moi, j'en ai eu un MacBook Pro avec ça et j'ai pas accroché, alors que l'idée était pas mal, mais elle était pas bien. Je pense, en fait, le problème, c'est que les claviers, la force du clavier, c'est que justement, les choses ne changent pas. Et quand tu commences à mettre un peu du random et que ça t'oblige à baisser le regard pour voir ce que tu fais, au final, le clavier, c'est quelque chose que moi, je regarde pas. En fait, je sais où sont mes doigts, je sais quand je tape, où je tape à peu près. Et c'est ce qui permet de taper vite. Si à partir du moment où tu fais une action, tu dis, bah, en fait, il faut que je regarde la touch bar, il faut que je baisse mon regard, que je lâche mon écran et que je perde, en fait, du temps à aller chercher sur la touch bar, t'as perdu, en fait. Et puis je regarde le comportement de mon enfant. Non, mais lui, c'est un écran tactile qu'il veut, c'est pas un petit écran tactile. Non, mais tu prends par exemple la touch bar, tu sais où sont les boutons de son sur ton Mac, t'appuies sur le bouton son, ça baisse le son, voilà. Sur la touch bar, faut que tu baisses, faut que tu appuies, tac, 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 tu mets, c'est pas pratique. Enfin bon, bref. Alors, les MacBook Pro 14 pouces, donc, clairement, vu leur prix, si vous hésitez entre un MacBook Air bien équipé avec la puce M2 ou un MacBook Pro M3, vous pouvez vous dire que quand même sur les MacBook Pro, il y a plus de ports. C'est-à-dire, le MacBook Air, vous êtes limité à 2 ports USB-C, Thunderbolt, je sais plus quoi, mais en gros, vous n'avez pas d'HDMI, vous n'avez pas de lecteur de carte SDXC. Est-ce que vous avez une prise casque? Oui. Oui. Oui, non, j'ai rien. Oui. Mais en gros, pour moi, clairement, entre l'entrée de gamme des MacBook Pro 14, qui est pas terrible, et les MacBook Air, c'est pas mal de se poser la question, de bien comparer dans le comparateur d'Apple les deux modèles. Donc il y a des modèles avec 2 ports Thunderbolt USB 4 et des modèles de MacBook Pro 14 pouces avec 3 ports Thunderbolt USB 4. Donc ça explique aussi la gamme de prix qui commence à 2 000 € et qui finit à 4 000. On est sur les modèles 14 pouces. Après, faut pas oublier les capacités, les qualités intrinsèques de ces modèles. Ils ont des écrans qui sont magnifiques, avec du ProMotion, etc. Ils ont pas fait une version vraiment bas de gamme, même si effectivement on perd un port USB, je crois. Voilà. Alors le truc qui je trouve le plus décevant, c'est que le M3 en entrée de gamme ne gère toujours qu'un seul écran externe. Donc vous pouvez brancher un seul écran, ou alors sinon faut brancher un deuxième écran avec un dock, avec du DisplayLink, etc. C'est de la bidouille, c'est pas génial. Il faut monter nativement sur du M3 Pro pour avoir un deuxième écran, enfin gérer 2 écrans externes pour que ce soit géré nativement, faut au moins du M3 Pro. Donc ça c'est vraiment dommage, parce que ça oblige encore une fois à monter en gamme. Du coup, les questions après c'est là vous êtes entre 2000 et 2500, ça fait une différence de budget. Après un niveau par contre, quand vous passez à 2500, vous avez du M3 Pro et vous avez 18 Go de RAM. Là, par contre, ça commence à devenir intéressant. Donc, entre se dire, je mets un M3 à 2000 € plus 256, passer à 16 Go et ça me rajoute 2230, ou rajouter encore 260 €, et là, j'ai une machine qui est vraiment plus moderne, plus efficace, plus de GPU, 2 écrans, etc. Là, vous commencez à avoir des discussions intéressantes. Moi, je me demande si, quand les MacBook Air ils vont sortir en M3, si les 2 premiers modèles là de la gamme 14 pouces, je me demande s'ils vont pas sauter, en fait, ceux qui ont juste la puce M3. Non. Tu crois pas? Non, parce qu'en fait, ça correspond à notre besoin. Ça correspond à notre besoin, qui est un besoin professionnel différent. Mais après, ça pose toujours le problème de, ça veut dire quoi pro? Et en fait, je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'Apple nomme un pro. C'est ça. J'ai fait un article de blog là-dessus. Si vous allez un jour sur blog.jet.net, vous chercherez. J'ai fait un article de blog là-dessus parce que le terme pro chez Apple m'a toujours énervé. Avant, dans les gammes Apple, il y avait les Mac et il y avait les Power Mac. Voilà. Et les Power Mac, c'était les machines pour les professionnels. Et les iMac, il y avait les Powerbook pour les professionnels, les portables professionnels, et les iBook pour les grands publics. À un moment, Apple a changé cette dénomination quand on est passé sur Intel. Et il y a eu les MacBook, les MacBook Pro, etc. Mais en fait, le terme pro, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'un pro? Est-ce que moi, aujourd'hui, qui travaille sur un MacBook Air avec un 15 pouces, toute la journée, je ne fais que du travail professionnel. Et c'est du travail que mes clients voient, d'accord? Et c'est des trucs qui sont assez complexes, etc. Je peux aussi faire du développement dessus, je peux faire plein de choses. Le gars qui va prendre un iPad pour écrire le prochain concours, il sera tout aussi pro que celui qui prend un iPad Pro pour faire... j'en sais rien, voilà. Donc en fait, le terme pro, pour moi, ne veut rien dire dans les gammes. Donc, après, toute une question d'usage. Est-ce que, dans votre usage, vous avez besoin d'un MacBook Pro?
Je vais répondre de façon très simple. Quand les MacBook Pro M1 sont sortis, enfin les M1 Pro et les M1 Max sont sortis, j'en ai commandé un pour moi. J'ai commandé, je l'ai acheté, je l'ai utilisé. À la fin de la journée, j'ai testé tout ça, j'ai dit c'est génial, et en fait j'ai refermé, j'ai envoyé à Apple. Parce que par rapport à mon 13 pouces, je ne voyais pas ce que j'y gagnais. Réellement, je ne voyais pas ce que j'y gagnais. J'ai envoyé à Apple, ils m'ont remboursé, nickel. C'est des super machines, mais qui pour moi ne correspondent pas à mon usage ou à mon besoin. Là, par contre, je suis passé au MacBook M2 en 15 pouces, avec un écran un peu plus grand que le 13, etc. C'est une super machine, mais même le M1 que j'avais encore en stock, il est encore très fonctionnel, et j'aurais pu le garder encore un peu plus longtemps. Il est amorti, il va servir de machine de test, il va y avoir une deuxième vie, enfin ouais. Donc, le problème, c'est toujours qu'est-ce que cache le terme pro, selon vos usages. Si vous pensez que c'est cool d'avoir un super écran ProMotion très lumineux, etc., parce que dans vos présentations, vous en avez besoin, pour votre boulot, vous en avez besoin, prenez un MacBook Pro, la question se pose pas. Par contre, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une machine très légère, mais quand même puissante à embarquer, et qui passe pas un âne mort dans votre sac. Le MacBook Air, quand même, la différence est assez sensible. Quand je prends le MacBook Pro, j'en ai un là, justement, pour un client, la différence par rapport au Air, elle est quand même assez sensible. Même s'ils sont assez légers, dans l'absolu, ça reste assez sensible. Donc, tout est une question d'usage et de besoin, donc le mieux, c'est de comparer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre machine? Et comparer en boutique par rapport au poids, par rapport aux usages, par rapport aux ports, etc., ce dont vous avez besoin. Là, par exemple, tu parlais des ports Thunderbolt 4. En réalité, sur le marché, il y a quasiment aucun appareil qui gère du Thunderbolt 4. Donc, ouais, vous serez limité à l'USB-C à 10 Go par seconde. Ça va. Je veux dire, c'est pas non plus archi lent. C'est pour ça que je parle du MacBook Air volontairement, parce que même si là, Apple a présenté des MacBook Pro, moi, je travaille sur un iMac qui est la gamme grand public, et quand Apple illustre l'iMac, c'est des enfants qui sont dessus. Bon, bah, moi, ça me gêne pas, hein. Je veux dire, ça m'empêche pas de gagner ma vie et de faire tourner ma société. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce débat-là. On l'a eu plein de fois. Donc, pour moi, vraiment, si vous avez envie de changer de Mac, allez sur le comparateur sur le site d'Apple. Ouais. Vous mettez un MacBook Air et un MacBook Pro. Vous voyez les différences de prix, et clairement, est-ce que vous êtes prêt à mettre 200, 300 euros de plus pour avoir un écran ProMotion, etc. Voilà, c'est à vous de voir, mais faut vraiment se poser la question et comparer les deux. Voilà, et puis se dire que de toute façon, Apple, ils sont très forts pour essayer de pousser sur les gammes supérieures, quoi qu'il arrive. Donc, les gammes sont conçues pour ça. Hein. Après, si vous faites votre configurateur, il y a toujours un truc, par contre, sur lequel il faut pas se faire avoir, c'est d'un configurateur, c'est quand vous sélectionnez, par exemple, une machine, puis vous dites, tiens, j'ai une machine avec 16 Go, je prends le MacBook Pro avec Apple M3 Pro, et puis en fait, je vais augmenter la RAM. Voilà, vous dites, tiens, je vais augmenter la RAM, je vais passer à 48 Go, par exemple, de RAM ou 64. Ah bah là, vous pouvez pas, en fait. Il faut changer de processeur pour pouvoir avoir la capacité de mémoire supérieure. Donc, vous allez augmenter de façon encore un peu plus importante la capacité de la machine. Donc là, vous dites, tiens, je vais prendre dans ce cas-là 48 Go. Ouais, bah ok, 36 Go de mémoire, c'est seulement si vous avez une puce Apple M3 Max. Donc du coup, ça fait une augmentation tarifaire qui est quand même assez significative par rapport, et quand vous regardez le tarif, vous faites, ah ouais, mais ça bondit beaucoup. Bah oui, il y a le coût du passage au M3, plus le coût de rajout de la RAM. Donc du coup, ça fait encore plus cher. Donc, faut se méfier un peu de ce point-là. Bon, après, normalement, vous validez la commande et vous regardez ce que après fait votre banque, et là, vous faites oups. Et Apple a un délai de 14 jours pour renvoyer la machine. D'ailleurs, c'est même jusqu'à début janvier, là, maintenant, donc ça va. Alors, quand vous achetez le Pro, faut considérer ces éléments-là, mais aussi maintenant la couleur. Parce que on n'a pas les mêmes couleurs quand on a un M3 normal versus un M3 Pro et Max. Parce que si vous voulez avoir le noir sidéral, lequel faut-il prendre, Audrey? Faut aller vers le Max ou Pro, je crois. Ben oui. Pardon, en 14 pouces, il faut aller sur le M3 Pro pour avoir le noir sidéral. Bon, alors, moi, je vais pas m'étendre là-dessus. Clairement, même s'ils étaient tous gris, enfin, pendant des années, on s'est contenté du gris. Hein, c'était pas un problème. Une fois que c'est ouvert, on voit plus de toute façon. Donc, clairement, oui. Alors après, voilà, mettez vos sous peut-être plus dans les options que dans la couleur. Je suis tellement pas d'accord avec ton argument, Audrey. Je suis tellement pas d'accord. Apple fait des iMac en 7 couleurs. T'as forcément fait un choix et t'es content de cette couleur. Et entre le gris et le noir, moi, j'ai toujours allé vers le sombre. J'ai pas de discussion. Je répondais à la question de Matt qui justifiait la différence de prix. C'est pour ça que pour moi, la différence de prix. Alors, il y a pas de différence. Alors, attention. Il n'y a pas de différence de prix si tu as choisi un... Alors, Apple dit juste que le noir, effectivement, n'est disponible que sur la version Pro ou Max. Donc, le M3 de base, il n'y a pas le droit. Ça, je suis d'accord. Après, par contre, tu payes pas plus cher que tu prennes gris ou noir. Juste pour clarifier, vous pouvez avoir le noir sidéral dans le MacBook Pro avec le M3 Pro. Vous êtes doublement Pro pour avoir le sidéral en 14 pouces.
Exactement. Alors, qui est pas le même noir que le bleu sidéral, enfin le bleu, je sais plus comment il l'appelle sur les MacBook Air, et qui a priori, le noir, il prend beaucoup moins de traces de doigts, parce que c'est vrai que le MacBook Air bleu, là, waouh, c'est vrai que ça chope, hein, y a pas à dire. Juste pour finir par rapport à la couleur, faut pas oublier qu'Apple, à une époque, a vendu des MacBooks, il y a ça une quinzaine d'années. Il y avait une version blanche et une version noire, et la version noire coûtait 50 € de plus. Parce qu'en fait, après, tu pouvais augmenter le disque dur, et le disque dur avait un certain coût. C'était, le total, je crois que c'était 150 € de plus, je crois, même pour avoir la version noire. Et le disque dur, normalement, si tu augmentais juste le disque dur, c'était 100 €. Donc, en fait, il faisait vraiment payer 50 € le noir. Mais c'est pas toujours le cas avec la Magic Mouse et le clavier, d'ailleurs? C'est pas plus cher? Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison, je crois qu'effectivement, il coûte plus cher. T'as tout à fait raison. Bah ouais, voilà, en fait. Bon, après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont très marqueurs social et tout, et qui vont prendre le MacBook Pro avec la puce M3 juste pour avoir le noir sidéral. Je suis sûre, je les vois déjà venir. Mais après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais voilà, c'est juste, voilà, Matt me posait la question. Donc, en effet, le noir sidéral n'est pas disponible sur les 2 modèles d'entrée de gamme qui sont pour moi pas hyper intéressants dans tous les cas. Mais si on veut dépenser encore plus d'argent, on peut aller sur les MacBook Pro 16 pouces. Voilà. Donc là, bon, machine ultime, hein, qui commence à 3 000 €, qui finit à 4 849 € et qui monte bien plus, hein, parce qu'il y a des options supplémentaires. Donc on a toujours les 3 puces M3, M3 Pro, M3 Max. Donc là, il y a pas sur les 16 pouces, il y a pas de M3 tout court, hein, on est directement en Pro ou en Max. On a toujours les 512 gigaoctets de stockage en entrée de gamme. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est la moindre des choses. Et ils ont tous 3 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de carte SD XC, une prise casque et un port MagSafe, bien sûr. Et donc, ça commence à 2 999 € avec les nouvelles puces. Avec des ordinateurs qui ont une autonomie de 22 heures. C'est quand même assez ouf. Incroyable. Ouais. Moi j'ai un Mac Pro là en test chez un client, et en fait, je ne le charge pas de la journée, je laisse, et à la fin, je regarde, je fais, mais c'est débile, enfin, ça devient juste délirant. C'est-à-dire qu'en fait, même si je suis pas tout le temps dessus, et là, je regarde à la fin de la journée ce qui est consommé, tu fais, ouais, ok. Bon, en fait, les tests ne veulent même plus rien dire, en fait, en réalité. Vous parlez à une personne... Air est increvable. Des fois, j'utilise pas 4 jours, je le réouvre, il est toujours à 70%, il a pas... Ouais, c'est incroyable. Vous parlez à une personne qui... J'ai un Intel à côté en 15 pouces, lui, je l'oublie pas, hein, enfin 16 pouces. Quand je le démarre, je sais qu'il est là. Hein. Ouais. Et moi, au bureau, j'ai un Lenovo ThinkPad. Mon bureau est à 15 minutes de là où je demeure. Et il était neuf. Il était neuf il y a quelques mois. Et quand je le débranche du bureau jusqu'à ma maison, des fois, il tombe à se fermer parce qu'il n'y a plus de batterie. En 15 minutes? En fait, des fois, tu le démarres, tu le démarres du bureau, tu vas chez toi et t'entends encore le ventilateur de chez toi. Non, c'est pas ça? Écoute, c'est arrivé une fois où j'ai démarré un processus qui demandait beaucoup de ressources. Je l'ai mis dans mon sac. Quand je suis arrivé, mon sac était chaud parce que le ventilateur avait ça m'est arrivé des fois avec des Macs, hein, mais c'est quand même assez rare, cela dit. Mais ouais. Ça, c'est avec le bénéfice sur les M3, enfin tout. Alors, il y a un point intéressant. Alors juste, oui, je précisais, voilà, le bénéfice, effectivement, énergie, tout ça, on le connaît sur les M3. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'Apple a énormément axé le discours de sa présentation sur la comparaison avec les machines Intel, et non pas avec les machines et les M1. Et en fait, on a discuté avec mes camarades de 3H1P, et en fait, on pense quand même que l'idée, c'est aussi de dire aux gens, alors là, c'est bien, on continue de supporter les Mac Intel encore, mais à un moment, ça va s'arrêter. Il est temps de changer, en fait. Je pense que le discours était là, c'est de faire une comparaison très claire avec les machines Intel en disant, regardez les bénéfices que vous tirez à passer sur du MacBook. Parce que voilà, les ventes de Mac ont un peu chuté ces derniers temps. Je pense que les gens aussi attendaient un petit peu le renouveau de la gamme Apple Silicon. Ouais, je pense que là, chez Apple, il y a dû avoir un moment des discours. Le discours était de dire... Faut y penser parce que de toute façon, les Mac Intel, on va pas les supporter ad vitam aeternam. Et la grande question qu'on se posait, c'est quand est-ce qu'Apple va arrêter le support des Mac Intel au niveau du système? Est-ce que c'est la prochaine version d'OS ou ce sera la suivante? Les paris sont lancés. Hein. Non, les rumeurs avaient dit 5 ans à partir du M1. Ouais, je suis pas si convaincu que ça. Apple, rappelle-toi, des fois, c'est la société qui aime bien aller très vite. Ils avaient annoncé que macOS serait le système par défaut, par exemple, en mars 2000, à l'époque, en mars 2001. Ils avaient dit, ouais, ce sera le système par défaut à partir de la rentrée prochaine. Et puis, en fait, au bout de quelques temps, au bout de 3 mois, en fait, on met le système par défaut, c'est macOS. Ils avaient fait des trucs comme ça. Hein. Des fois, ils sont très bons pour accélérer en se disant, en fait, ça va passer. Et ça passe, d'ailleurs. Donc, méfiance. Alors, Guillaume... Je pense que pour le prochain OS, ce sera encore bon.
Mais le suivant, c'est mort. À mon avis, il n'y aura pas de version Intel. OK. Guillaume, on parle des M3, M3 Pro, M3 Max. On a dit qu'il y a une comparaison qui pouvait se faire avec les processeurs Intel. Avant qu'on enregistre l'émission, on parlait de la performance de tout ça, qu'il y avait des critiques, il n'était pas aussi performant qu'eux, peut-être on aurait fait mieux qu'eux. C'est quoi ta position par rapport aux performances du M3, M3 Pro, M3 Max? C'est des bons processeurs, on est d'accord. Ce sont d'excellents processeurs. Et après, la comparaison, elle est le problème, c'est pas ce qu'il y a entre des machines aussi puissantes en termes sur le marché chez les concurrents. Oui, il y en a. Il n'y a pas de problème, il y en a. C'est juste que leur autonomie, elle va être de 1 heure. Dans les jours de fête. 15 minutes. Et d'ailleurs, sur les M3, alors il y a un truc qui a changé d'ailleurs sur les M3. Alors, je sais plus quelle version, je crois que c'est 14 pouces maintenant ou ça, où il y a un mode haute performance qui flingue la batterie, en fait, beaucoup plus vite. Mais alors, avec l'avantage d'avoir des performances normalement meilleures. Voilà. Là où Apple, ils sont très forts, c'est qu'ils sont capables d'avoir des machines très puissantes, mais qui ont une autonomie démentielle. Et il y a eu plein de tests là-dessus qui ont été faits. Des fois, les mecs disaient, c'est pas compliqué, on a fait des tests des fois sur le même logiciel, version PC, version Mac. Sur la version PC, on l'a lancé, ça a bouffé 20% de batterie. Sur le Mac, on n'a pas vu la jauge bouger. Bon. Donc ça veut quand même dire, en fait, ça donne un petit peu les choses. L'enveloppe thermique, en fait, entre les Mac Intel et entre les processeurs Intel et les processeurs Apple Silicon, en fait, elle est pas du tout du même ordre, en fait. Les Apple Silicon sont très très peu gourmands et consomment très peu d'énergie pour une puissance quasiment équivalente. Et si on met de la puissance vraiment à fond, on arrive à des gains de performance aussi bien meilleurs, enfin aussi bons, voire meilleurs que les meilleurs processeurs Intel, mais en consommant encore une fois beaucoup moins d'énergie. Donc c'est ça qu'Apple vise, hein, c'est le ratio performance par watt. Donc si vous avez besoin de changer de machine, vous passez sur Apple Silicon, il y aura aucun souci. Ce sont d'excellents processeurs, quelle que soit la machine que vous choisissez. C'est tout. Après, comme d'habitude, c'est plus vous tapez sur une machine chère, plus vos performances seront meilleures et plus la machine durera dans le temps. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Après, si elle correspond pas à votre besoin, vous la revendez avec une petite décote, mais l'avantage des Macs, c'est que la décote, elle est très faible, donc voilà. Vous revendrez toujours vite et bien. Alors, dans les notes du dossier, Audrey, on parle de dynamic caching. Puis, je voulais savoir c'était quoi du dynamic caching? Mais je vous pose la question, justement. Je vous ai mentionné dans la note pour savoir si vous pouviez m'éclairer là-dessus. Alors, j'ai cru comprendre que c'était lié à la mémoire, au creux de la mémoire du GPU, que c'était rempli maintenant. Enfin, d'après, j'ai cru comprendre, mais je patauge un peu. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Alors, c'est un truc, ça fait des trucs bien. Voilà. Super. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a un article chez MacG, voilà, tu avais fait le lien vers l'article de Mac Génération qui explique. J'ai pas eu le temps de le lire. Honnêtement, j'ai pas regardé en détail, en fait, et même a priori pour les développeurs, c'est pas forcément si super super facile à comprendre pour les développeurs. Mais en fait, grosso modo, ça permet d'améliorer en fait plus efficacement les unités de calcul graphique, donc le GPU, qui est déjà très efficace en fait, mais ça permet d'améliorer cette partie graphique, donc d'avoir de meilleures performances, un meilleur affichage, plus rapide, etc. Et donc, de gagner des frames par seconde, je pense, sur l'affichage et autres. Donc, je dirais que c'est pas forcément un truc, c'est un truc qui est très, c'est techniquement intéressant. Est-ce que ça a besoin d'explications super détaillées? Je suis pas sûr. Ok, ouais, ça me va. C'est bien. Disons que quand je dis, ouais, c'est un truc, ça existe, c'est bien, c'est à peu près l'explication, c'est bien. Ouais. Avant, c'était pas là et c'était moins bien. Maintenant, c'est encore mieux, ça donne une meilleure performance. Ouais, Apple travaille dessus depuis plusieurs années, apparemment, donc ils en ont parlé pendant la keynote. C'est plus... ça permet d'améliorer Alors, c'est important parce que ça permet d'améliorer la gestion de la mémoire. Et la gestion de la mémoire, justement, elle est partagée entre le processeur et la partie graphique sur le Mac. Donc, tout l'affichage est géré aussi sur la même mémoire. Donc, ce qui fait, par exemple, si vous branchez un écran plus grand, il y a moins de mémoire disponible pour les programmes, en fait. C'est un peu le souci aussi. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet de mieux gérer la répartition de la mémoire et donc plus rapidement sur la partie graphique et donc, du coup, de gagner en performance globale. Après, est-ce que c'est genre 5% ou 50%? Je pense plutôt qu'on est à les 5%. Hein. Je suis pas dans les... Sinon, on l'aurait mentionné, ils auraient dit « c'est révolutionnaire !» Mais grand. On va conclure ainsi. Yes. C'est plus mieux. Voilà, c'est plus mieux, le M3. Excellent. Est-ce qu'on avait d'autres éléments à apporter par rapport à cette présentation de produit, si ce n'est qu'on n'a pas de Magic Mouse USB-C, de keyboard USB-C? Non, mais c'était quand même une présentation qui était entièrement filmée sur iPhone. Ah oui. J'imagine. Donc ça fait assez de bruit, ça aussi. C'est drôle. Oui.
Alors, réalisateur, alors ils en ont parlé dans la newsroom d'Apple. Le réalisateur, c'est Brian Oak, un documentariste primé qui a filmé. On lui a dit, tu viens, t'es primé, t'as gagné beaucoup de trucs, tu vas filmer avec un iPhone. T'imagines la tête du gars quand tu sais pas dire ça? C'est incroyable. Comme ça, à la main? Ben non, justement, mais la blague, c'est qu'en fait, tout le monde dit, ouais, mais regardez le matériel qu'ils ont utilisé. Alors non, ils ont juste dit, en fait, les caméras qui coûtaient 50 000 balles avant, on les a remplacées par des iPhones qui coûtent 2000 balles. C'est tout. En fait, après, ils ont pas dit que ça changeait, qu'il faut effectivement des pleines lumières, qu'il faut des plateformes pour filmer, etc. Non, c'est juste on a changé la caméra. Ce qui est déjà remarquable. C'est-à-dire qu'un appareil qui tient dans votre poche peut faire aussi bien, quasiment. Parce qu'en fait, honnêtement, vous auriez vu la vidéo, voilà, jusqu'à la fin, vous auriez dit, ouais, c'était fait de façon très professionnelle, et voilà. Absolument. À la fin, on dit, ça a été filmé sur iPhone, il fait, ah ouais, quand même. Ça change un peu la donne. C'était pas la première fois? C'était pas la première fois, pour un événement Apple, si, a priori, quand même, si. Ce qui prouve ce que tu t'as à dire, et ton article de blog, on le mettra dans les notes de l'émission. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est pro, pas pro? On peut faire une keynote avec un iPhone. Exactement. Ils ont utilisé évidemment la nouvelle application de la compagnie Blackmagic qui fait des caméras. Blackmagic a sorti une application que vous pouvez télécharger et utiliser sur vos iPhone Pro Max. Ils ont utilisé des SSD comme vous pouvez acheter et brancher sur votre iPhone Pro Max. Mais par contre, effectivement, l'éclairage, les espèces de bras télescopiques qu'ils utilisent, ils ont pris des drones qui transportent un iPhone Pro Max dans les airs. Effectivement, tout ça était de qualité professionnelle, on n'en doute pas. Mais l'objectif, ça reste un iPhone Pro. C'est toujours des techniques traditionnelles, mais on se rend compte que la polyvalence du capteur vidéo est quand même très là, et c'est vraiment réjouissant de voir ça. Il y a des bouts, on a fait nos spécialistes quand on a su après que ça a été fait par iPhone Pro Max, on a fait « Ah ouais, je l'avais reconnu là. » Mais non, moi j'avais rien reconnu. non, t'as rien vu. Mais non, c'est bullshit ça. Arrête ton chat. Oui, mais non, on l'avait pas vu. Non. Et oui, après, ça demande un peu de budget pour faire une vidéo professionnelle, c'est tout. C'est après, voilà, c'est pas, effectivement, demain, vous sortez votre iPhone, vous allez dans la rue, comme ça, vous allez pas faire un truc où vous dites, c'est une vidéo d'Apple. Non. Mais, ça en dit quand même pas mal sur la capacité de ces téléphones à faire des vidéos de très, très haute qualité. J'ai bien aimé les petits clins d'œil matériels. Il y avait un iMac G3 orange. Il y avait pas mal de... Il y a Marcos d'ailleurs sur Twitter qui avait relevé comme ça tous les petits trucs cachés à droite à gauche. Et c'était plutôt intéressant. Non. Très bien. On en est rendu, l'émission avance, et on en est rendu à la pensée réflexion du mois. Guillaume, il faut te laisser tranquille, ou qu'est-ce qui se passe? Non, laissez mes mails tranquilles. Parce qu'en fait, je suis parti sur un débat sur LinkedIn ces jours-ci, suite à des discussions avec des gens qui sont dans un mode où il faut classer ses mails, il faut ranger, etc., parce que c'est bon pour la planète, parce que c'est plein. Alors, juste par rapport au débat, c'est bon pour la planète ou pas, c'est très peu significatif, si vous supprimez des mails, etc. Oui, ça a un impact, mais il est tellement ridicule qu'il vaut mieux, je dirais, éteindre la lumière pendant une demi-heure, vous aurez largement pu économiser l'énergie et faites bien à la planète que d'utiliser classer vos mails. En plus, classer les mails, ça prend du temps, donc ça consomme de l'énergie de votre ordinateur, et voilà, donc c'est pas forcément génial non plus. C'est surtout qu'en fait, après, les gens qui disent « Ouais, il faut absolument avoir une inbox zéro, un classement, etc. » Non, moi, je travaille depuis des années avec une inbox que je classe de temps en temps. J'ai pas du tout le mode inbox zéro avec zéro mail, etc. C'est le foutoir. Mais j'ai un outil génial sur mon Mac qui s'appelle Spotlight, qui, quand il fonctionne, me retrouve tout ce dont j'ai besoin en un quart de seconde. Et ça me va très bien. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Lorsqu'il fonctionne, parce que sur ton blog, tu as eu quelques démêlés avec oui, j'ai eu un petit souci, c'était un peu compliqué. Mais ça y est, j'ai trouvé la solution, maintenant ça marche nickel. Mais voilà. En fait, c'est surtout ce côté où vous connaissez Marie Kondo, la fameuse Marie Kondo, qui a été la reine du rangement. Elle a dit il y a quelque temps, j'ai abandonné, j'ai des enfants, tout ça, j'arrête, j'en peux plus. Et en fait, moi, je suis dans un mode où aujourd'hui, je dis, ok, c'est le bordel sur mon bureau, c'est le bordel dans mes mails, mais ça m'empêche pas de faire mon activité, de retrouver ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Et l'ordinateur est ce truc génial qui permet de retrouver de l'information très rapidement. Donc, si vous êtes heureux en classant vos mails, etc., super, je suis ravi pour vous, mais laissez mon inbox bordélix, ça me fait plaisir, et voilà, quoi, c'est tout. Et après, en plus, surtout, c'est pour dire que on a chacun, par rapport au rangement, etc., nos façons de travailler, et l'ordinateur est là pour nous aider des fois, effectivement, à retrouver les choses, mais le rangement peut être une façon de travailler pour certaines personnes, et c'est pas forcément la méthode la plus efficace pour tous. Donc, en fait, il faut laisser aussi les gens faire comme ils le sentent.
S'ils aiment avoir 40 icônes ou 50 icônes sur leur bureau, c'est leur problème. Moi, j'en ai 100 sur mon bureau. Mais j'ai un outil qui est génial, c'est vous avez la fonction maintenant des piles dans macOS qui est fabuleuse, qui permet de classer les trucs directement, dynamiquement, et c'est fantastique. Et moi, ça me va très bien, et j'ai 100 icônes sur mon bureau, et je fais ce que je veux, et voilà, et arrêtez de m'embêter avec mes icônes sur mon bureau. Ça fait, Voilà, ça fait 10 ans que je fais un podcast sur la productivité. On a traversé en 10 ans plein de méthodologies de travail, le Inbox Zero, plein de trucs comme ça. Et après 10 ans de recul sur les livres que j'ai pu lire, les méthodologies, j'en suis venu à cette phrase qui est, tu vas voir, très intelligente. L'important, c'est de savoir comment toi tu fonctionnes. Et la phrase est la suivante. Un fou qui sait qu'il est fou est pas mal moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est pas fou, qu'il est fou. Exactement. Fait que quand tu sais comment tu dois fonctionner, c'est pas mal plus intéressant que toutes les méthodologies. Puis des fois, ça t'en mêle les pinceaux plus qu'autre chose, ces méthodologies. C'est ça. Moi, j'essaie plein de trucs, de méthodes, de rangement, etc. Et au final, je me dis, so what, ça m'empêche pas de vivre, de gérer mon activité comme il le faut, de retrouver ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, et ça me va bien. Donc, ça me va. Audrey, on est heureux pour toi. Audrey. Merci. Audrey, proposition cinéma. Cette fois. Audrey qui vend des formations pour le rangement, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'allais juste dire, mais je voulais pas rallonger l'émission parce qu'on est déjà un peu que, en gros, moi, j'apprends juste aux gens à trier leur mail dans le sens à supprimer ce qui est inutile et à classer et à garder ce qui est utile. Voilà. Qu'ils en aient 10 000 ou 20 000, c'est pas mon... Alors attention, je fais aussi du tri quand même, il y a des trucs que je dégage, c'est ça, moi, etc. mais une formation voilà, s'appelle trier ses mails, hein. C'est pas... Voilà. C'est tout. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'inbox 0 et c'est pas grave, en fait, je me dis, ça m'empêche pas de dormir. C'est pas du tout... J'ai plein d'autres trucs qui m'empêchent de dormir, mais pas ça. Alors oui, moi, une petite reco cinéma, je suis allée voir Killers of the Flower Moon, donc c'est le dernier Scorsese, avec Lily Gladstone, DiCaprio et Robert De Niro, donc 3 très bons acteurs. Bon, mon coup de cœur va vers Lily Gladstone, je vais y arriver, qui, malgré le fait qu'elle ne parle pas beaucoup, est incroyable dans le film. Donc c'est un film sur les Indiens qui ont été en Amérique, qui étaient sur des terres très riches en pétrole et qui ont été, comment on dit, malmenés, abusés, enfin tout ce qu'on veut, pour bien sûr l'argent du pétrole. Et c'est un film basé sur une histoire vraie. Alors il dure 3h26. J'ai eu des moments que j'ai trouvé un peu lents, mais c'est un peu la tension qu'il y a dans le film. En tout cas, cette histoire, elle est assez glaçante, mais je vous le recommande. C'est un film à voir. Alors je l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup de critiques qui reviennent sur ce que tu dis, en fait. C'est très, très, très bien. C'est juste un poil long par moment, mais sinon, c'est bien. Ouais. On n'a pas été très gentils avec les peuples des Premières Nations en Amérique du Nord, je vous le confirme. Au Canada, on n'a pas été beaucoup mieux. L'argent. Moi, de mon côté, j'ai pas réussi à résister à attendre à Noël pour me l'offrir. J'ai acheté Mario Bros. Wonder. On avait dit qu'on attendait. Est-ce que je vais dire quelque chose, puisque je l'ai acheté minute one, puisque j'avais précommandé, que je l'ai lancé à minuit 2, et que je l'ai fini en moins de 7 jours. Donc... Mais tu as eu du plaisir. Oh là, oui. C'était fabuleux. Juste incroyable, cette nouvelle mouture de Mario Bros. Wonder. Écoute, Audrey, je sais pas si tu vas être capable d'attendre, mais le gameplay est vraiment super intéressant. Il y a des trucs que tu dis, c'était comme Mario Bros 3 où tu allais en arrière puis que tu reviens en avant. Mais des fois, c'est plus ça. C'est tu vas en dessous, tu vas en haut. Les graphismes. On en parle des graphismes. C'est un jeu en 2D, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On a des nouvelles... oui! Mais j'essaie de pas trop en dire. Vas-y, Guillaume. Ouais. Moi, ce que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était casse-gueule comme truc que j'avais vu les démos, et en fait, j'ai adoré, c'est les fleurs cancans. Ils sont là pour commenter tes actions. Il y en a qui sont tellement drôles, limite philosophiques, et il y a des passages où j'ai vraiment limite pleuré de rire. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment géniaux. Et alors, la petite déception, c'est quand on est un vrai gamer comme moi, là, il est un peu court. Donc il est un peu facile. Bon, même si le dernier challenge est très 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 dur, hein, vous allez souffrir. Par contre, il y a un truc qui est extraordinaire dessus. J'avais pas misé un copec dessus, c'est le mode online. Puisqu'en fait, on peut jouer en coopératif avec les gens. Donc, tu peux activer une option interactive en ligne. Et en fait, tu vois d'autres joueurs qui jouent en même temps que toi et tu peux les aider, en fait. Que quand tu meurs, par exemple, si tu touches un autre joueur qui est à côté de toi,
ça va te permettre de réactiver ton personnage et de reprendre la partie. Et en fait, moi, j'ai fait des parties comme ça où sur les derniers niveaux, c'était super difficile, où en fait, on s'entraidait entre joueurs en se disant, bah, moi, je me mets là, j'ai réussi. Tu peux mettre un petit panneau pour que les gens viennent, quand ils touchent le panneau, ça va les faire revivre. Et t'as une interaction qui se crée comme ça, qui est sans communication directe, en fait, sans communication audio. Et ben, c'était incroyable comme expérience. Et franchement, je dis, si vous êtes pas, c'est pas un mode coopératif, c'est pas un mode online 4 joueurs où tu joues avec tes potes, etc. Tu joues avec des inconnus, mais tu joues en fait dans un mode coopératif. Et t'as même des niveaux qui sont taillés pour ça. T'as quelques niveaux qui sont vraiment faits pour le mode coopératif. Si vous n'avez pas essayé le online, a priori t'as pas essayé, active le online, tu vas voir, c'est incroyable. Ça change l'expérience du jeu, c'est assez rigolo. Alors je vais attendre d'activer le online quand mon ami va l'avoir acheté, hein, Audrey? Voilà. C'est pour quand? Ouais. C'est pour bientôt, Je repousse parce que je sais que je suis incorrigible là-dessus et que je vais y passer mes week-ends, mes soirées, je vais me coucher à 2h du matin. Et je vais être fatiguée. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Il est fabuleux. Alors, je vous le recommande. Vous aurez compris, on spoil pas, mais on vous le recommande chaudement. Ouais, c'est un excellent cru de Mario, surtout si les New Super Mario étaient un peu, des fois, décevants sur les dernières versions. Voilà, c'était pas forcément ouf. Il y a eu quand même des très bons Mario depuis. Mais là, c'est une refonte, en fait, un peu du jeu, et c'est assez prodigieux, égal de le dire. Jouer. Très bien, on va passer à la fin de l'émission. On va essayer de conclure. Tout simplement, te remercier, Guillaume, parce que tu nous apportes beaucoup de contexte et de profondeur par rapport à cette émission-là, plus technique sur les produits. Alors, merci infiniment. My pleasure, je suis toujours ravi d'être là. Et où peut-on te rejoindre, monsieur Gert? Alors, Mastodon surtout, et Blue Sky, où j'ai un peu commencé à taper donc sur le pseudo GGET, normalement, si je me trompe pas, donc GGETE, et sinon sur mon blog, blog.jet.net, où c'est là où je dis le plus de bêtises, et des fois je dis des trucs intelligents, ça m'arrive. Moi, si ton blog est inscrit dans mon flux, mon lecteur de flux RSS, et je ne manque pas. Alors si vous comprenez pas tout, c'est parce que aussi des fois je fais des trucs qui sont assez techniques pour des gens qui sont plutôt profil administrateur système Apple, donc c'est un peu un positionnement, on va dire marketing. Mais des fois je dis aussi des trucs qui servent à tout le monde, donc n'hésitez pas à les regarder et prenez ce qui vous plaît. Audrey, où peut-on te rejoindre et surtout assister à ces formations qui sont mises à jour continuellement en fonction de l'évolution des produits Apple? Ouais, là, je me disais, la formation sur Apple Pencil, c'est la 3e fois que je la mets à jour. Non, mais c'est un engagement que j'ai auprès de mes clients, c'est que si tu achètes une formation, tu as les mises à jour gratuites d'année en année. Le but, c'est de créer du lien et de la continuité, donc c'est un engagement que j'ai. Donc mes formations, c'est sur appleavec-audrey.fr. Je suis sur Twitter, YouTube, partout, en fait. Vous pouvez venir discuter. Et je vais lancer un nouveau truc, je vous en parlerai la prochaine fois, donc j'ai hâte. Et voilà, vous pouvez suivez-moi si vous voulez être au courant de cette nouvelle activité que je vais lancer bientôt, mi-Mac, mi-plaisir. On va voir ce que ça donne. Je lance un concept, on verra bien. Excellent. Quant à moi, vous pouvez me rejoindre sur profduweb.com. Vous avez tous les liens qui vont bien. Et avant de terminer, vous rappelez de nous soutenir, nous aider, nous encourager. Si vous aimez notre travail, si vous vous dites ça m'emmerderait un peu qu'il n'y ait pas 2 émissions par mois de Apple Diff, on vous rappelle applediff.com d'appuyer sur le gros bouton jaune et de nous soutenir à la hauteur de votre budget. Et n'hésitez pas non plus à activer l'abonnement récurrent, ça fait franchement plaisir. Merci Guillaume. Merci Audrey. C'était un grand plaisir. Merci Guillaume, merci Matt. Salut, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao.